Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les titres. Le président de la République a présidé ce matin les travaux de la 6e séance du Conseil des ministres au Palais de la République. Et au Soudan, un mois après le début des conflits, une grave crise humanitaire. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh, a présidé ce matin au Palais de la République la 6e séance du Conseil des ministres où 19 questions étaient donc à l'ordre du jour, des questions qui ont été examinées et adoptées lors de cette séance. Pour plus de précision, écoutons le compte-rendu du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 6e séance du Conseil des ministres en ce mardi 16 mai 2023. Étaient inscrites à l'ordre du jour 11 questions. La première question concerne un projet de décret portant nomination des membres du comité de gestion du Fonds de soutien du handicap. Le comité de gestion a pour mission de définir annuellement les orientations quant à l'utilisation des ressources et proposer un plan d'action et un calendrier annuel des programmes prioritaires à exécuter. À cet effet, il a pour mission d'examiner et approuver la répartition des ressources du fonds conformément aux orientations arrêtées par l'Agence nationale des personnes handicapées. Approuver le rapport d'activité annuel sur l'utilisation des ressources ainsi que le rapport financier. Formuler des recommandations pour la mobilisation des ressources additionnelles au fonds de soutien au handicap. La deuxième question est relative à un projet de décret fixant les conditions d'octroi et les modalités de gestion des garanties et avals de l'État. Ce décret fixe les conditions d'octroi et les modalités de gestion des garanties accordées par l'État. La garantie est le fait que, pour l'État, de s'engager envers un ou plusieurs créanciers à exécuter l'obligation de règlement du débiteur du prêt en cas de défaillance de ce dernier. Ainsi, les prêts garantis représentent des créances financières potentielles qui ne sont pas encore matérialisées, mais qui pourraient déclencher une obligation financière en cas de défaut de paiement du bénéficiaire. S'agissant des personnes éligibles à la garantie de l'État, l'article 31, alinéa 5, précise que les comptes de garantie et d'aval retracent les engagements de l'État résultant des garanties financières accordées par lui à une personne physique ou morale. Ce qui signifie que la garantie de l'État peut être accordée aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes morales. Toutefois, afin de prévenir tout appel de garantie ou défaut de paiement des obligations subsidiaires, ce décret met en place un mécanisme d'évaluation avant l'émission de la garantie et le suivi durant la période couverte. Cette évaluation inclut l'examen approfondi de la situation financière et notamment la capacité de remboursement du bénéficiaire et l'analyse de l'impact financier en cas de défaut de paiement. Le présent texte donc prend en compte les attributions du Comité national de l'endettement public, fixées par le décret numéro 2022-081, présidence ministère des Finances, portant modification du décret numéro 2019-085, présidence. Ainsi, il prévoit la transmission des demandes de garantie au Comité national d'endettement public pour validation avant la signature de la convention de garantie. La troisième question concerne un projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du Fonds de garantie de Djibouti. Le Fonds de garantie dispose d'un conseil d'administration qui est chargé de superviser ses activités et de définir ses orientations stratégiques. Les membres du conseil d'administration du fonds sont nommés pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois. Ainsi, le mandat des membres du conseil d'administration fixé par le décret numéro 2016-278, président du ministère de l'économie et des finances, portant donc nomination des membres du conseil d'administration du fonds de garantie partielle de crédit de Djibouti, arrive à son terme. Donc il convient de procéder à la nomination de nouveaux membres. Le présent décret a donc pour objet de désigner ces nouveaux membres du conseil d'administration du fonds conformément à ses statuts et à la réglementation en vigueur. Les nouveaux membres du conseil apporteront leur expertise
dans leurs domaines respectifs. Ils seront chargés de veiller à la bonne gestion du fonds et de prendre les décisions nécessaires pour assurer la mission de l'institution. La quatrième question est relative à un projet de décret portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Ce projet de décret étant un décret d'application de la loi numéro 173 de l'année 2022, 8e législature du 2 janvier 2023, il rappelle les attributions de l'agence. Le décret définit donc les modalités d'organisation et de fonctionnement en spécifiant pour le conseil d'administration les missions, la composition, les modalités de nomination et de révocation des membres du conseil et de travail qui restent conformes au régime juridique des établissements publics à caractère administratif du 23 juillet 2019. Pour l'agent comptable, donc ce décret se base sur le règlement général et les régimes juridiques applicables, ainsi que pour le directeur général. Le décret rappelle les missions, les pouvoirs, la qualité d'ordonnateur, l'autorité sur le personnel conforme aussi au régime juridique des établissements publics à caractère administratif du 23 juillet 2019. L'organigramme de la direction est défini comme suit. Donc une direction de département, une direction scientifique et une direction des services communs. Et poursuivant le Conseil, s'est par la suite penché également sur les autres questions qui étaient donc à l'ordre du jour de cette séance, réécoutant le porte-parole du gouvernement. Un projet d'arrêté portant attribution d'une extension de la parcelle de terrain 6 au Héron au profit de la société Resort Djibouti FZE. Cette parcelle de terrain de 6 000 m² attribuée à titre onéreux 1 000 francs le mètre carré à la société Resort Djibouti FZE représentée par M. Naël Rached Seif Al-Shamsi. Elle est destinée à l'implantation de bungalows. La sixième question concerne un projet d'arrêté portant expropriation partielle et affectation d'une parcelle de terrain sise au PK12 Nord au profit de la société UCAB Holding. Cette parcelle, d'une superficie de 2000 m², est située à Balbala PK12 Nord, la voie 19, est souscrite d'une parcelle de 100 000 m² inscrite au nom de la société UCAB Holding, objet du titre foncier numéro 19041. Cette parcelle est affectée au ministère de l'Agriculture et sera mise à la disposition de l'ONEAD pour l'implantation d'un réservoir d'eau potable. La septième question concerne un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain sise à Doralé au profit de la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé. Cette parcelle d'une superficie de 8 756 m² est située sur la route de Doralé et est attribuée à titre onéreux 2 000 francs le mètre carré au profit de la société gestion du terminal à conteneurs de Doralé. Les travaux de terrassement réalisés par la société Vigico, lui, seront remboursés. Cette parcelle est destinée à l'implantation de parkings pour les camions et servira pour la future extension du terminal. La huitième question concerne un projet d'arrêté portant affectation de 2 parcelles de terrain au profit du ministère de l'Agriculture. La première parcelle de 2000 m² située à Farahad et l'autre de 10 000 m² située à Nagad est attribuée à l'ONEAD. La première parcelle est destinée à l'implantation de l'agence commerciale à Farahad et l'autre parcelle est destinée à l'implantation d'un réservoir d'eau potable pour le secteur de Nagad. La neuvième question est relative à un projet d'arrêté portant modification de l'arrêté numéro 2021-132 présidence du 14 novembre 2021 portant attribution d'une parcelle de terrain sise à Loïadda au profit de Djibah Seafood Company SARL. Cette parcelle de terrain de 2,5 hectares sise à Loïadda est attribuée à titre onéreux à raison de 200 francs le mètre carré au profit de la société Djibah Seafood Company SARL. La dixième question est relative au projet de décret portant confirmation de M. Mahdi Absiebour, qui est donc confirmé en qualité de directeur de relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères. M. Bour Aden Ahmed est nommé directeur administratif et financier par intérim, donc qui était nommé directeur administratif et financier par intérim, lui est confirmé donc à son poste au ministère de la Communication. Madame Zamzam Mohamed Youssouf est nommée directrice de la planification, suivi et évaluation, toujours au ministère de la Communication. M. Fahim Ibrahim Ali est nommé directeur de la publication du journal La Nation par intérim. Donc lui aussi est confirmé dans ses fonctions actuelles de directeur de la publication du journal La Nation. M. Abdourazaq Ali Dirane est nommé directeur de l'ADI, donc l'agence de Djibouti.
par intérim et est confirmé donc qu'il était nommé par intérim. C'est l'agence de l'information, comme vous le savez tous, de Djibouti. Il est confirmé à son poste. Monsieur Ibrahim Abdi Hadi, professeur, maître de conférence à l'université de Djibouti, est lui nommé directeur de l'Institut de la statistique de Djibouti. Monsieur Idriss Ali Sultan, qui lui était ancien directeur de l'Institut de la statistique, est nommé conseiller technique. Monsieur Suleiman Omar Ahmed est nommé directeur de l'administration publique au ministère du Travail. La 11e question donc, concerne un projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Institut de la statistique de Djibouti. L'Institut de la statistique de Djibouti a été créé sous forme d'un établissement public à caractère administratif. Le présent décret vise donc à désigner les membres du conseil d'administration de l'Institut national de la statistique. Enfin, pour garantir une représentation équitable des différentes perspectives et des groupes d'intérêt, cette nouvelle composition prend en compte la diversité des représentations. Dans l'actualité également, le président de la République, Ismaël Marguerite, a reçu, toujours dans la journée d'aujourd'hui, au Palais de la République, un émissaire porteur d'un message écrit du président du Soudan du Sud, Salva Kiir. Et donc la visite à Djibouti de cet émissaire, Dr Benjamin Benjamin Bol Melkol, et le message dont il est porteur ont tous de trait à une doléance du président Salva Kiir souhaitant une plus grande concertation et collaboration avec le président Guelleh autour des voies et moyens permettant de trouver une solution négociée au conflit au Soudan. Il y a lieu de rappeler que les présidents djiboutiens et sud-soudanais intègrent avec leur homologue du Kenya, William Ruto, un collège donc présidentiel tripartite en charge donc au sein de l'IGAD de mener une mission de bon office et de médiation entre les deux principaux protagonistes de la crise au Soudan. Et par la suite, donc, à l'issue de sa rencontre avec le président de la République, le messager donc du président sud-soudanais a indiqué, donc a tenu à préciser les objectifs généraux auxquels obéit le déplacement à Djibouti de l'émissaire du président Salva Kiir, l'obligation morale de ne pas rester passif face à la situation au Soudan assigne les dirigeants de notre région à un devoir de plus grande intégration de leurs efforts dédiés à la recherche d'un règlement pacifique à la crise soudanaise, a-t-il déclaré. Le président du Soudan du Sud appelle d'autant plus de ses voeux à une plus grande synchronisation de son action en faveur du Soudan avec le président Guelleh, que le chef de l'État djiboutien est connu de notoriété mondiale pour son leadership de succès en matière de promotion de paix et de stabilité dans la région, a poursuivi donc l'émissaire sud-soudanais. À Johannesburg, donc, ce lundi a débuté la deuxième session ordinaire de la 6e législature du Parlement panafricain. À cet effet, les afro-députés djiboutiens, la délégation parlementaire de Djibouti du Parlement panafricain, composée de l'honorable Safia Elmi, Mahmoud Mustafa Hallo Mohamed, Abdallah Barkhat et Hussein Mohamed, donc tous députés à l'Assemblée nationale djiboutienne, ont prêté serment afin de réintégrer officiellement l'auguste Assemblée panafricaine. Un programme de collaboration régionale avec l'apport de l'Union européenne a été organisé ce matin au Djibouti Palace Kempinski pour le gouvernement numérique et le cybersécurité, appelé aussi IDGC. Cette action régionale lancée en 2022 s'effectuera du 15 au 18 mai prochain et contribue au renforcement digital de 4 pays de la Corne de l'Afrique, à savoir Djibouti, Somalie, Kenya et Éthiopie. Cet événement, donc, qui a vu la participation des secrétaires généraux du ministère de l'économie et des finances et du ministère délégué à l'économie numérique et de l'innovation, a vu également la participation du directeur de l'ANSSI et de plusieurs autres invités et responsables. Et la cybermenace, menaçant donc de nos jours et n'épargnant plus personne ni aucune organisation, les attaques informatiques concernent et visent tout à chacun au quotidien. Les dégâts, s'ils ne se comptent pas nécessairement en vie humaine, peuvent en revanche se chiffrer en millions, voire en milliards d'euros. Écoutons pour plus de précision les interventions des secrétaires généraux du ministère délégué à l'économie numérique et du ministère de l'économie et des finances. Les initiatives se sont fixées des objectifs ambitieux pour une approche régionale coordonnée sur des questions allant de la connectivité des infrastructures régionales, de l'intégration économique, de la promotion de l'emploi, au renforcement de la résilience, au développement des capacités humaines. L'adoption des technologies numériques, en particulier celles qui permettent la prestation des services publics numériques, a été identifiée comme
comme ayant un fort potentiel de développement et constitue une priorité stratégique pour l'initiative. Une action de collaboration digitale for Development, D4D, pour l'initiative de la Corne de l'Afrique sur le gouvernement numérique et la cybersécurité, a été mise en place par l'Union européenne pour soutenir la numérisation des services des États membres et de créer un environnement de confiance pour protéger le cyberespace régional. La République de Djibouti, à travers la vision 2030, visant à faire de Djibouti le phare de la mer Rouge, son Excellence Monsieur le Président de la République et son gouvernement ont fait du numérique le catalyseur de l'économie, du développement économique et social. Cela se reflète dans le plan national de développement 2024 Djibouti-ICI, avec une série de projets et d'initiatives ambitieuses de développement numérique visant tant à améliorer l'efficacité de son administration qu'à moderniser son économie. Je suis ravi d'être ici avec vous pour discuter de l'importance de la numérisation, de l'administration et de la cybersécurité, deux éléments essentiels pour le développement de nos sociétés modernes. Comme vous le savez, la République de Djibouti a lancé un plan ambitieux de développement numérique appelé Djibouti numérique, visant à moderniser son économie et améliorer l'inclusion sociale de sa population dans de nombreux domaines tels que l'éducation, la santé, la couverture sociale et la réduction de la pauvreté. Pour soutenir cette initiative, nous avons travaillé sur le développement des services gouvernementaux numériques, avec un ensemble de services prioritaires qui ont été sélectionnés et évalués lors de plusieurs ateliers organisés en 2022. Ces services incluent notamment la plateforme Dossier Patient, la plateforme de gestion des stocks de suivi et la traçabilité des médicaments, la plateforme de déclaration des naissances des hôpitaux, la plateforme de suivi de l'emploi, la plateforme pour le permis de conduire, l'UTax, la taxe numérique, ainsi que la numérisation des archives, des économies de la fonction publique, des documents de la fonction publique et de ceux de l'Assemblée nationale. Tous ces services ont pour but d'améliorer l'efficacité de notre administration publique. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Saleh Benoïta, a procédé au lancement du processus de M-Supply pour la gestion rationnelle et le suivi des intrants de lutte contre les 3 maladies Djibouti Palace Kempinski. Cette cérémonie qui a vu la participation de la représentante du PNUD à Djibouti et de la responsable de M-Supply et du directeur de la CAM. Il s'agit d'une application qui sera utilisée par les gestionnaires de stock des médicaments qui seront donc formés sur son utilisation. Cette nouvelle méthode permettra d'éviter les ruptures de stock des intrants de première nécessité et des conséquences irrécupérables chez le demandeur de services et s'assurer que les malades donc reçoivent un traitement correct et efficace. D'économiser en temps et en énergie, de suivre la traçabilité des médicaments du dépôt de la CAM jusqu'aux structures de santé. Il y a 12 sites pilotes qui ont été intégrés actuellement, qui vont être réalisés. Ces projets, c'est un projet grandiose qui va nous aider beaucoup à mieux gérer les produits, à assurer la traçabilité des produits. Les commandes qui se faisaient sur papier vont dorénavant se faire en digital. C'est-à-dire que la commande va être numérique, la commande va être validée par les différents programmes à leur niveau, puis la commande va être validée, traitée et livrée par la CAM. Et le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Saleh Benoïta Tourab, a indiqué que ce nouveau processus de M-Supply va nous aider dans un premier temps pour la gestion rationnelle et dans un second temps le suivi des intrants de lutte contre les maladies et a exprimé sa reconnaissance envers les partenaires techniques du ministère de la Santé. On l'écoute. Le ministère de la Santé lance donc le processus de M-Supply pour la gestion rationnelle et le suivi des intrants de lutte contre les 3 maladies. Je tiens donc à remercier Madame la représentante de BNUD qui, avec le financement du Fonds mondial contre les 3 maladies, la tuberculose, le VIH et le paludisme, nous assiste à apporter une innovation dans tous les domaines
et notamment donc aujourd'hui dans le domaine de la gestion de produits pharmaceutiques. Cette plateforme, donc M-Supply, permettra de rétablir les bonnes pratiques de gestion de produits de santé afin d'éviter un certain nombre de va-et-vient entre les différents niveaux d'approbation, de commande des produits, et éviter des ruptures de stock et mettre le pays au rang donc, de l'adoption de la technologie informatique de gestion de produits pharmaceutiques. Nous demandons donc au nom du ministère de la Santé à tous les services de santé du pays, aux utilisateurs des prestataires de structures, de faire le bon usage de ce moyen de gestion. Sous la direction du ministère du ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouarsama Adiriye, l'Agence djiboutienne des normes et de la qualité et la COMESA ont conjointement organisé le tout premier séminaire national de sensibilisation de haut niveau sur l'importance de l'infrastructure nationale de la qualité pour l'économie, l'industrie et la société. Cet événement lancé aujourd'hui durera 3 jours, du 16 au 18 mai, au Palais du Peuple. L'infrastructure nationale de la qualité a joué un rôle crucial avec le soutien du développement économique, industriel et social du pays en garantissant que les produits et services sont sûrs, fiables et de bonne qualité. L'événement a rassemblé donc plusieurs experts, décideurs politiques et parties prenantes, l'objectif étant de sensibiliser les participants au rôle essentiel dans la promotion de la croissance économique, du commerce et de la protection des consommateurs. Le séminaire a également mis en lumière les défis auxquels Djibouti était confronté pour mettre en place et maintenir ainsi les stratégies permettant de relever ces défis. Écoutons à présent l'intervention du directeur général de l'Agence djiboutienne des normes et de la qualité. La qualité consiste à mettre en place la procédure de certification, la procédure de la métrologie, de l'accréditation, de la normalisation, pour que dans un pays, bien pour qu'à Djibouti, nous puissions avoir des produits sûrs qui rentrent dans le pays, qui respectent les normes internationales, que les procédures de management puissent être aussi certifiées, telles que les normes ISO de management de la qualité, mais aussi c'est que les laboratoires d'analyse puissent respecter certains protocoles et les meilleures pratiques internationaux. Donc, grâce à cela, le consommateur djiboutien, la population djiboutienne pourront avoir accès à des produits et des services sûrs. Le produit Made in Djibouti pourrait augmenter sa qualité de production, pourra concurrencer, exporter au niveau international, ou bien pourra augmenter ses parts de chiffre d'affaires régional et même au niveau national. Donc l'infrastructure de qualité, c'est tous les éléments qui vont intervenir dans cette procédure afin d'améliorer. Il y aura les composants nationaux, il y aura les départements gouvernementaux, il y aura les structures sur lesquelles l'agence va directement s'appuyer, telles que le laboratoire d'analyse, mais aussi telles que l'Assemblée nationale qui est présente aujourd'hui, pour faire en sorte que les lois puissent être appliquées. Ou bien des structures de contrôle, pour le contrôle de marché, ou bien la surveillance de marché. Donc, et ces structures-là, ou bien ces éléments-là, ne peuvent pas être mis en place de manière isolée. C'est un tout. On a besoin des établissements publics, on a besoin des organisations gouvernementales, mais le secteur privé, c'est eux qui seront amenés à appliquer ces normes-là, et il faudra les accompagner. On ne pourra pas juste imposer à ce que les entreprises djiboutiennes soient capables du jour au lendemain de mettre en place toutes les normes requises et tous les éléments que requiert cette mise en place de respecter ou bien de s'aligner aux normes internationales. Donc il faudra aussi les accompagner. C'est pour ça que nous avons entrepris avec la Chambre de commerce un programme d'accompagnement qu'à la fin du mois, nous allons sélectionner 10 entreprises dont nous allons les accompagner à mettre en place des normes telles que dans le domaine de la production agricole, des normes HACCP ou bien des normes d'augmentation d'amélioration de la qualité. Donc, dans ces structures-là, nous allons être aussi accompagnés par l'inspection de l'inspection du travail pour que nous les aidions à mettre en place des procédures de sécurité du travail.
Dans l'actualité également, l'Autorité nationale sur la sûreté et la sécurité radiologique, chimique et biologique a organisé ce matin un atelier de sensibilisation sur la radioprotection des travailleurs, des patients, de l'environnement ainsi que de l'utilisation des techniques nucléaires à des fins pacifiques. L'objectif de cet atelier étant donc d'une part d'évaluer la gestion des risques liés à l'exposition des rayonnements ionisants au milieu professionnel dans l'environnement et dans le cadre des transports des substances radioactives, également sur le mécanisme de coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Les participants ont été sensibilisés sur les activités de l'autorité et réglementent donc l'utilisation des techniques nucléaires pour la santé humaine, l'agriculture, la prospection des eaux souterraines, l'environnement, la prospection minière, la recherche scientifique et l'industrie. Une cérémonie d'inauguration d'une salle de formation de couture pour les personnes handicapées s'est tenue ce matin au siège de l'Agence nationale des personnes handicapées. Ce projet vise donc à réaliser en coopération avec l'Agence nationale des personnes handicapées consiste à former les personnes à besoins spéciaux dans le domaine de la couture. Cette initiative qui est tenue aujourd'hui a pour objectif également d'améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et de leur permettre d'avoir une vie meilleure afin de leur donner les moyens d'améliorer leurs conditions de vie au quotidien. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture a procédé dimanche dernier au lancement de la formation sur la gestion des CDC au sein de la Bibliothèque et Archives nationales, et ce dans le cadre du renforcement de compétences et la programmation des activités issues d'une réflexion participative portant sur l'aménagement et l'utilisation régulière des CDC. Cette formation a vu la participation de plusieurs responsables du ministère. Cette formation s'étendra sur 5 jours sous la conduite de plusieurs formateurs et animateurs internationaux qui ont participé donc à la coordination et au bon déroulement de ce projet de formation. L'Agence française de développement a accompagné la création du CDC de Hayablé Moustiquaire depuis maintenant 1 an et demi. On organise cette semaine une formation à la gestion des CDC proposée à la future équipe des CDC, aux associations du quartier, aux associations culturelles, aux chefs d'équipe des projets culturels du ministère de la Culture et de la Jeunesse et aux directeurs des autres CDC de Balbala pour travailler sur le modèle économique, sur les activités artistiques et culturelles à proposer, les activités relevant du champ social avec les associations du quartier et pour créer un réseau de professionnels avec une transmission de savoir-faire entre des professionnels de France, des professionnels d'Afrique et de Djibouti. Et enfin, sport, pour clore l'actualité nationale, l'Académie de football, le club de la garde républicaine, se prépare pour la Coupe du Monde U13. Cette année, l'Académie participera pour la 3e fois au tournoi international des académies de football. Ce tournoi qui se déroule chaque année en France rassemble des jeunes footballeurs de moins de 13 ans issus des académies de football du monde entier. Afin d'atteindre les dernières phases de ce tournoi, l'Académie de football club de la garde républicaine a récemment mis en place des activités spéciales visant à renforcer la capacité de conservation du football et le jeu direct de son équipe sélectionnée pour participer à ce tournoi international U13. Et en nouvelle régionale à présent, au Soudan, 1 mois après le début du conflit, une grave crise humanitaire et toujours pas de trêve. Après 4 semaines de combat qui ont fait plus de 750 morts et 5000 blessés au Soudan, les généraux rivaux poursuivent leur guerre fratricide. Et selon le programme alimentaire mondial des Nations Unies, 19 millions de personnes, soit 41% de la population, pourraient bientôt être menacées par la faim au Soudan, pays de 46 millions d'habitants, si le conflit
conflit ne peut être résolu. La crainte d'une extension du conflit aux pays voisins augmente. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle les organisations humanitaires se bousculent pour attirer l'attention. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.